Bon, messieurs, dames, plus encore qu'une critique ou une analyse, cette vidéo sera un peu particulière puisque je la considère un petit peu plus comme la suite logique de mon documentaire sur Chris Pratt, dans la mesure où elle va répondre à beaucoup de questions qu'on pouvait justement se poser à la fin du documentaire, aux alentours de 2018 ou 2019, sur les choix de carrière du bonhomme. Donc si jamais vous avez aimé le documentaire sur Chris Pratt, c'est fait pour vous. Si jamais vous ne l'avez pas aimé ou vous l'avez pas vu, eh ben soyez un petit peu curieux comme tout le monde, espèce de... Attention, top, je suis un militaire, servant pour la Navy Seal et appréciant grandement mon travail avant d'être dupé par les miens tout autant que par le gouvernement. Je suis également un père, voyant sa femme et sa fille mourir par ces mêmes bougres, ne cherchant alors qu'à soulever l'intégralité de ses effets en notant leur nom sur une liste par vengeance. Je suis... Le Punisher et je recommencerai dès que je sortirai. Alors non, désolé John, mais pour une fois, on parlera pas de toi. Enfin, si, mais par comparaison. Car oui, rien qu'avec le script présenté à vos oreilles, difficile de ne pas penser au Punisher quand on parle de Terminal List, grand retour de Chris Pratt à la télévision et projet XXL signé Amazon. Doté d'un budget de 80 millions de dollars pour à peine 8 épisodes, produit et en partie réalisé par Monsieur Antoine Fuqua et symbole d'une ambition forte, ce genre de thriller paranoïaque ne pouvait alors que me parler. D'autant plus quand il s'agit également d'une vraie prise de risque sérieuse et atypique pour son acteur principal. Il y sera bien aidé par Sean Gunn, son acolyte du Milano, Paul McCrane, d'Urgence, J.D. Prado, de Mayans MC, Riley Keough, d'American Honey, ou encore Jay Courtney, d'à peu près tous les films moyens ou navrants des 10 dernières années. Non, parce que quand jusque maintenant, l'anti-rôle de prédilection ou l'anti-rôle phare, c'est Captain Boomerang dans Suicide Squad. Bon, j'ai rien contre Captain Boomerang, moi je l'aime bien, Captain Boomerang. Mais enfin, faut dire que c'est pas non plus de la haute littérature. Par contre, il y a Matthew Roach aussi, que j'avais oublié, qui jouait Clay Burton dans Banshee. Très bon acteur, lui, pour le coup. Saison 3, je crois, c'est lui qui se bat et arrache, là, de... Personne n'a oublié. Vous l'aurez compris, casting taille patron pour œuvre efficace et pertinente. Jouant aussi bien sur une science du trauma post-guerre que sur une chasse à l'homme brutale et violente, le tout accompagné d'une perte de proches, elle misera constamment sur deux axes majeurs afin d'établir sa narration. Étude d'un homme ayant tout perdu, point de rupture que lui-même ne semble connaître, et analyse d'une paranoïa, celle d'un complot international faisant réfléchir le spectateur. Au rythme d'une fiction inventive et rythmée, même si longue par moments, les scénaristes oscillent toujours entre twist et action pure, n'oubliant pas fer de lance de leur projet, dévoiler les différences entre vengeance, deuil et part ô combien pesante d'un trauma inéluctable. C'est via ces thématiques que The Terminal List rappellera donc frasque du Punisher, et ce d'un point de vue émotionnel ou même gore, idéologie d'un être trahi par la nation. Ça, par exemple, ce bon vieux Frank Castle aurait très bien pu le faire. Et alors, quitte à parler trauma, faut savoir que la perte de sa femme et sa fille et la perte de ses frères d'armes, c'est pas tout. Il a aussi une tumeur dans le cerveau. C'est vraiment une semaine de merde pour James Reese. Je pense que de toute façon, s'il cochait un loto, il se couperait les veines avec le papier. Tumeur au cerveau, résultat de ce complot organisé par les hautes instances de l'armée qui voulait, à la base, imposer des médicaments, mettre à l'intérieur du corps de l'unité de Chris Pratt des médicaments censés guérir le stress post-traumatique vis-à-vis des soldats et qui peu à peu, évidemment les soldats n'étaient pas au courant, s'est transformé en tumeur pour l'intégralité de ces hommes qui ont été envoyés au bûcher, histoire de pas pouvoir révéler le délire. C'est sympa. Et c'est justement là que le gonze m'intéresse. Au-delà d'une analyse classique et factuelle, c'est bien l'impact de celle-ci sur la carrière d'un homme, Chris Pratt, qui m'intrigue énormément. Car non, messieurs, dames, sa première production exécutive n'est pas le fruit du hasard, bien au contraire. La question est, en quoi celle-ci affirme-t-elle les forces mais aussi les faiblesses du comédien au cinéma, et quelles informations nous apporte-t-elle sur le futur de sa carrière ? Réponse tout de suite avec un Frank Castle devenu James Reese. Il est temps de passer le relais à la justice, commandant. Je suis la justice. Parlons peu, parlons bien, d'où sort The Terminal List ?
Série créée pour Amazon, il s'agit d'une adaptation d'un livre signé Jack Carr, auteur et ancien membre lui-même de la Navy SEAL, ayant notamment dirigé équipe d'opérations spéciales, passant pendant plus d'une vingtaine d'années de tireur d'élite à commandant de peloton. Première œuvre de 5 ouvrages parus depuis, The Terminal List fut véritable succès à sa sortie, acclamé par la critique et ô combien important pour l'auteur qui garda évidemment droit de regard sur une adaptation éventuelle. C'est justement là que la magie opère. Inspiré par Denzel Washington dans Philadelphia, sortant de ses rôles habituels avec ce long métrage, Carr y reconnaît immense prise de risque, identique à celle prise de son côté en se lançant non seulement dans l'écriture, mais aussi dans l'adaptation télévisée. C'est ainsi que pour son rôle principal, James Reese, il souhaite comédien devant prendre les mêmes risques que lui, sortir de sa zone de confort. C'est là que Star-Lord entre en scène. Héros des Gardiens ou encore Jurassic World, il y voit opportunité de l'emmener dans une nouvelle sphère, ce que le comédien accepte aussitôt, participant même à la production de l'œuvre. D'ailleurs, pour l'anecdote du jour, sachez que Jack Carr lui-même a participé au tournage de The Terminal List en incarnant un personnage tué en l'espace de 35 secondes. Ça, je vais pas vous mentir, mais quand même, c'est un joli caméo. Et puis, être tué par le personnage principal de son propre roman, ça manque pas d'une certaine noblesse. Here we have New York Times best-selling author Jack Carr, the writer of The Terminal List, getting killed by the star. Terminal List. Getting killed by a character he created. Mieux, 2 choses passionnent aussitôt Pratt. La qualité du roman, dont il vante les mérites, et, depuis des années, son respect pour les soldats luttant au quotidien. Thème le touchant énormément et qu'il prendra très au sérieux pendant l'ensemble du tournage, n'hésitant pas à promouvoir la série tout en louant le courage des Navy SEALs. À noter également que plusieurs membres de la famille de Monsieur Chris Pratt en personne font partie soit de l'armée ou même encore des Navy SEALs. Alors forcément, pour le gonze, ça cause. Sur le papier donc, rôle de composition pour l'acteur, mais toutefois véritable challenge, être à la hauteur des attentes. L'une des dernières personnes ayant eu tâche aussi difficile étant une fois encore Jon Bernthal, tellement ému par les épopées Marines qu'il verra immense fierté à camper le rôle du Punisher. Du fait, The Terminal List nous donne premier indicateur des choix de carrière de Pratt. À une heure où le spectateur peut légitimement se poser la question de l'après, peut-il sortir du cliché blockbuster, ayant entre autres signé pour une adaptation animée de Super Mario, la réponse est oui, l'acteur prend des risques, n'oubliant pas projet plus audacieux, capable de le transcender, et surtout témoin de sa fidélité envers les auteurs qu'il respecte et estime. Car pour tous les sceptiques, le bougre n'ayant pas que des fans, loin de là, l'objectif est de captiver la foule par un jeu nouveau. Est-ce mission accomplie? Là-dessus, c'est pas aussi simple. Je me fous de votre putain d'article de journal. Je veux des noms. De l'émotion aux limites d'un homme. Tels sont les maîtres mots de mon expérience Pratt sur sa fameuse liste terminale. Habitué des rôles tantôt émouvants, tantôt comiques, le trauma, la paranoïa et la dureté de James Reese devenaient donc forcément en jeu de taille pour l'acteur. Plus encore que sa performance dans Zero Dark Thirty, similaire dans l'idée, mais discrète. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on retrouve beaucoup du comédien tout au long de ces 8 épisodes, rassurant les fans sur ce que l'on connaît de lui, mais peut-être encore trop lisse pour jouir d'un vrai renouveau. Parlons tout d'abord positif, Pratt demeure crédible dans le rôle de Navy Seals meurtri. Son sérieux prône certes, par moments jeu monolithique, mais en adéquation avec la droiture de son personnage et ses obligations. Mieux, porté par son amour et son respect pour les soldats, il est également tout à fait plausible dans le rôle, faisant de lui coupable et victime, et jouant sur la carte du trauma afin de captiver l'audience. Mais là où l'on retrouve ce jeu Chris Prattien... Oui, n'en cherchez pas, c'est un terme que je viens d'inventer, c'est Chris Prattien, c'est Bernthalien, c'est Labeufien, c'est Goldblumesque. Goldblumesque, pas Goldblumien, ça passe pas. Goldblumesque, c'est mieux. Du coup, ça... Enfin... Enchaîne. C'est bien dans l'émotion qu'il véhicule une fois l'impact familial en jeu, que ce soit par de multiples séquences en flashback, le voyant endosser rôle de père idéal, ou encore lors de discussions face à ses frères d'armes, comme lors d'un final l'opposant à son meilleur ami, Pratt demeure impeccable dans ce que j'appelle l'émotion du quotidien. Il en était de même côté Gardien de la Galaxie, où son volume 2 le voyait notamment élever son niveau de jeu une fois certaines thématiques sur ses parents mises en scène. Il en sera de même pour The Terminal List, le propulsant dans une sphère que peu de gens aujourd'hui veulent bien déceler, celle d'un acteur de talent, aux vibes d'anti-héros très années 80 et surtout au charme familial, touchant, attendrissant et terriblement humain. T'es drôle. Ouais, je suis très rigolo. J'adore que ma petite fille rigole en me voyant. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, je t'aime. Je t'aime.
Les segments militaires et familiaux étant donc dans la poche, quid de l'immense prise de risque annoncée par l'auteur, Chris Pratt arborant costume de justicier et de vengeur. Est-il capable de porter toute une série sur ses épaules ? La réponse est oui, mais pas forcément en toute occasion. En effet, il me fut par exemple difficile de croire à 100% à cette violence et cette haine sommeillant en lui, devant constamment jongler entre tristesse apparente et exutoire sordide, tragédie qu'avait par exemple sublimé Bernthal dans le Punisher. Se perdant dans un jeu très lisse, peut-être afin d'embrasser encore plus côté militaire du personnage, nombreux gros plans sur ses émotions, ses réactions, et sa capacité à porter la caméra demeure encore trop friable pour convaincre, loin de sa prestation dans The Kid où, jouant le rôle d'un antagoniste complètement fou, il avait pourtant montré capacité à épouser ce genre d'acting. C'est donc peut-être ce qu'il manque aux comédiens pour exceller. Dans un récital certes correct, on le devine encore trop timoré, trop tendre, presque absent de certaines séquences, et comme peu impliqué là où toute son âme devrait entrer en jeu. Comme prisonnier, peut-être, de ses propres limites, ou de son propre statut. C'est ici que j'aurais aimé garder ce nouveau sérieux envahissant son style, mais avec une force bien plus impactante. Performance toutefois plus qu'honorable, prise de risque à saluer, mais taulier du genre portant encore aujourd'hui le nom de Frank Castle. Voilà donc pour cette analyse plus centrée effectivement autour de l'acteur qu'autour de la série, même si on a quand même discuté un petit peu de la série dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Est-ce que cette série vous a plu? Est-ce que Chris Pratt vous a convaincu? Attendez-vous une deuxième saison, puisque beaucoup de personnes commencent à se demander s'il pourrait y avoir une deuxième saison, si le personnage de James Reese pourrait survivre à sa tumeur, etc., et s'il pouvait vivre d'autres aventures. Alors moi, personnellement, je considère que non, déjà parce que ce serait pas forcément utile vis-à-vis de la trame narrative, et puis surtout parce que c'est une mini-fiction, c'est inspiré d'un roman, faut respecter l'auteur, etc. Bon, maintenant, c'est que mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, je me casse! Jeune âge, on apprend la consommation, on rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...